Voilà, donc rebonjour tout le monde. Le cours que nous allons faire pendant ce semestre, donc c'est un cours qui s'inscrit dans le domaine de l'intelligence artificielle distribuée. Donc forcément le terme intelligence artificielle, vous l'utilisez beaucoup, mais en fait vous allez voir que dans les vraies applications d'entreprise, donc vous aurez besoin d'exploiter également le concept de l'intelligence artificielle distribuée à travers un concept qui est très pratiqué aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA agentique, Agentic AI, ou ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Donc ça c'est l'objectif, donc nous allons voir. Alors aujourd'hui, donc j'essaierai d'aller un peu plus, on va dire plus doucement, plus lentement, histoire juste de rappeler quelques concepts peut-être que vous connaissez déjà donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est juste pour flasher sur un certain nombre de points et vous donner soi-disant une map à travers laquelle vous allez comprendre ce que nous allons essayer donc de voir durant tout ce semestre-là. Et donc avant ça, il y a un classroom. Alors ça c'est le code classroom que vous devrez retenir, vous allez le noter. Alors c'est dans ce classroom que vous allez, tout le monde devrait accéder à ce classroom. Alors, dans ce classroom, vous allez pouvoir trouver pour chaque chapitre, pour chaque séance, vous allez trouver donc les supports. Donc, vous allez trouver les supports au format PDF, les slides. Vous trouverez les vidéos. Il y a beaucoup de parties de cours qui sont déjà enregistrées, donc je vous laisse les enregistrements. Il y a parfois en classe, je vous fais des démonstrations enregistrées, donc je vous les laisse classroom. Donc, ça vous permet peut-être parfois de... Si vous n'êtes pas très bien concentré, vous avez besoin de réutiliser ces vidéos pour pouvoir bien préparer les TP. Et peut-être si vous avez raté des petits détails, donc vous pouvez toujours y revenir. Donc, il y a des enregistrements que vous allez trouver là-dessus. Donc vous allez trouver également des notebooks, notamment, parce que dans les TP, en fait, je vais en parler. Donc il y a la partie support et après il y a la partie activité pratique. Alors, dans la partie activité pratique, donc vous allez d'ailleurs trouver la première activité pratique que nous allons faire la semaine prochaine. Et dans chaque activité pratique, il y a deux parties. Il y a une partie notamment dans laquelle il s'agit de reprendre la même démonstration que je vous ai déjà faite et qui est déjà souvent pré-enregistrée. Comme ici, par exemple, il y a une vidéo qui montre un peu comment faire, donc vous allez trouver l'enregistrement. Et puis vous allez trouver le notebook, généralement que je partage avec vous, qui contient déjà le code, l'exécution, etc. Donc pour vous, il suffit juste de reprendre ce notebook, de le reprendre déjà, et de comprendre les concepts de base. Une fois que vous aurez bien sûr réalisé la partie du notebook qui fournit, vous allez, la deuxième partie, donc il y a un petit exercice ou un petit problème à traiter, et donc vous allez essayer de profiter de ces ressources-là pour essayer donc de faire une deuxième partie pour ce TP. D'accord? Alors pour chaque activité pratique, et ça c'est très important, alors pour chaque activité pratique, vous aurez besoin de créer un repository GitHub. Ok? Le livrable de chaque activité pratique, c'est un repo GitHub. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser GitHub, il faut absolument l'utiliser. Ok? Donc vous créez pour chaque activité, vous créez un repo GitHub. Vous prenez le lien des repos et vous le déposez comme compte rendu. Et après, quand vous faites votre activité pratique, à chaque fois vous avancez, vous faites une partie, chaque 30 minutes ou de la 40 minutes, vous faites des commits et vous faites des push, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à ce que vous terminez tout le TP pour remettre le compte rendu. Donc, je vous laisse toujours le temps, une semaine, 2 semaines, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois que vous avancez des choses en classe, même si vous n'avez pas terminé, avant de sortir, vous faites un push et comme ça chez vous, vous reprenez, vous faites clone et après vous continuez, vous faites les choses et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et puis dans le repository GitHub, donc souvent il y a un fichier README, il faut prendre les bonnes pratiques dans lequel vous mettez les captures écran qui montrent un peu ce que vous faites. C'est une façon de valoriser votre CV. C'est très important parce que l'année prochaine, vous allez commencer à faire des entretiens et souvent vous allez présenter votre CV, mais on vous oublie une chose qui est très importante, c'est que votre CV réel, c'est votre repo GitHub,
c'est votre compte LinkedIn. Donc, c'est des comptes professionnels. Donc, souvent, parfois, les entreprises, ils vont jeter un coup d'œil sur votre repo GitHub pour voir quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé. Regardez, est-ce que vous présentez bien votre travail? Et donc, c'est une façon de mettre en valeur votre travail. Je ne parle pas uniquement de ce que je vous fais. Tout ce que vous faites dans toutes les matières, à chaque fois que vous faites une activité pratique, il faut la valoriser. Comment? Un repo GitHub, une documentation avec des captures écran qui est très claire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, donc ça c'est un point sur lequel on va beaucoup travailler pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'à un moment donné, ça devient presque une habitude. Et bon, on cherche toujours les bonnes habitudes, ça fait toujours du bien. Donc, si vous avez un compte GitHub avec un nom bizarre, de type Crazy 599, ou bien Missy, frère de je sais pas quoi, alors il faut changer. Alors les comptes professionnels, les emails professionnels, vos emails professionnels, votre compte LinkedIn et vos comptes GitHub et d'autres comptes professionnels, il faut que ça représente tout. Donc votre nom, votre prénom, si vous voulez mettre votre photo, vous mettez une photo professionnelle. Si vous voulez pas la mettre, ne mettez rien, mais ne mettez pas des choses bizarres. Parce que tout ça, c'est des petits détails qui parfois que les entreprises regardent. Ils vont souvent regarder dans vos profils LinkedIn un peu les activités que vous faites. Donc ça se travaille. Il ne faut pas attendre jusqu'à l'année prochaine quand vous allez commencer à faire les entretiens, vous dire « Ah, je vais rattraper, je vais améliorer ». Non, parce que chaque repo, il y a une date. Si vous avez fait les choses, vous l'avez fait quand est-ce que cette année-là, il faut un peu profiter, comme ça vous avez quelque chose de plus intéressant. D'accord? Ça, c'est la façon de travailler. Alors, maintenant, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de quelques fondamentaux, quelques concepts de base concernant l'intelligence artificielle de manière générale, et particulièrement l'IA générative, et pour introduire la notion de l'agentic AI. Donc, je vous rappelle que l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline qui a été créée depuis très longtemps. Et dans cette discipline, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à doter les systèmes informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs, on cherchait à les doter de capacités intellectuelles qui sont semblables à celles des êtres humains. Donc ça veut dire tout simplement en utilisant des algorithmes. On s'inspirait du comportement humain, du cerveau humain, des animaux. Parce que parfois, vous savez, dans l'intelligence humaine, il y a un cerveau et il y a des algorithmes que vous connaissez comme les réseaux de neurones artificiels qui sont juste une inspiration des réseaux de neurones biologiques. Mais aussi, parfois, on s'inspire de l'intelligence collective des animaux. Comme par exemple les colonies de fourmis. Vous savez que si vous prenez par exemple les colonies de fourmis, une petite fourmi elle a une intelligence individuelle qui est très faible. Mais si vous prenez la colonie de fourmis, c'est-à-dire l'ensemble des fourmis, ils produisent une intelligence collective extraordinaire qui donne des leçons aux êtres humains. Et c'est pareil pour les colonies d'abeilles, les colonies de poissons et des oiseaux. Vous voyez donc les animaux, c'est-à-dire les scientifiques, ont aussi cherché à observer, à imiter des comportements, si vous voulez, des animaux, notamment en profitant de l'intelligence collective. Donc rappelez-vous bien, il y a deux choses qui sont très, très importantes. Il y a l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Et donc, quand on va donc chercher l'intelligence collective, quand on parle de l'intelligence collective, artificielle collective, eh bien, on va parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée. Et donc, l'intelligence artificielle distribuée, donc il y a deux termes. Il y a d'abord l'intelligence artificielle, donc qui cherche à modéliser le comportement des agents individuels, c'est-à-dire vous avez un agent isolé dans une machine, un algorithme qui est isolé dans une machine. On va essayer d'entraîner un modèle de l'intelligence artificielle pour que cet agent dans sa machine puisse faire des prédictions dans son domaine là où il a été entraîné. Donc vous avez ce qu'on appelle l'intelligence individuelle. Et puis, il y a l'intelligence collective.
Alors en fait, l'intelligence collective, c'est l'IA distribuée, la partie distribuée, dans laquelle on va modéliser l'interaction entre les agents. C'est-à-dire, en fin de compte, dans les vraies problématiques, avec un seul agent, on ne peut pas résoudre les problèmes. Nous avons besoin de créer plusieurs agents. Chaque agent peut être développé avec un langage différent, qui se trouve dans une machine qui est différente. Et puis, tous ces agents-là, ils ont la capacité de collaborer, d'interagir, de communiquer, de façon à ce qu'on puisse résoudre des problématiques complexes. On parle de ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Okay? Vous avez plusieurs agents intelligents qui vont collaborer de façon à exploiter l'intelligence collective. Alors, donc, ce qui fait que les systèmes multi-agents, c'est un vieux concept. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un vieux concept qui a commencé depuis, regardez, 1985. Vous savez, bon, 1985, ça fait très longtemps pour vous. Mais les scientifiques, rassurez-vous bien, les scientifiques savaient depuis très longtemps que la meilleure façon pour résoudre des problèmes complexes, c'est d'utiliser les systèmes multi-agents. Sauf que il fallait attendre depuis les années 85 jusqu'à 2020, il fallait attendre beaucoup de choses qui se préparent pour que maintenant, les systèmes multi-agents deviennent une vraie réalité. Alors, dans ce concept des systèmes multi-agents, l'idée principale, comme je disais, donc, c'est de modéliser un agent individuel qui est isolé dans un coin quelque part, c'est un penseur isolé, comme les êtres humains, une personne qui est isolée, individuelle. Et puis, on va modéliser ce qu'on appelle l'IAD. L'IAD, c'est l'intelligence artificielle distribuée, dans laquelle vous avez finalement plusieurs agents, mais ces agents-là, ils vont utiliser des langages de communication, des protocoles de communication, qui font qu'ils vont collaborer, ils vont résoudre des problématiques complexes. Alors, il y a des protocoles que vous allez apprendre, comme MCP, comme Agent to Agent. Avant, il y avait un langage de communication qui s'appelait ACL, Agent Communication Language, aujourd'hui qui n'est plus utilisé. Donc, ce qui fait qu'il existe des techniques comme les êtres humains. Les agents, ils ont besoin de se parler, de collaborer pour pouvoir réaliser des tâches complexes. Alors, dans ce concept des systèmes multi-agents, on voyait un agent comment? Un agent comme étant une entité autonome, comme un être humain. C'est une entité, c'est un algorithme qui est autonome, capable de prendre des décisions tout seul. C'est-à-dire, il fait des prédictions, il va analyser, il regarde, il a des données, il va analyser l'environnement, et il a un modèle d'intelligence artificielle, il va faire des prédictions, et suite aux prédictions, il va essayer d'agir sur l'environnement, il va faire des choses. Donc, c'est-à-dire, on va chercher à créer des systèmes autonomes, n'est-ce pas? Et donc, c'est une entité, on peut le voir comme étant une entité autonome qui a 3 dimensions. Donc, on a les dimensions d'un agent. Donc, vous avez la dimension environnement. Ça veut dire qu'un agent vit dans un environnement. Donc, l'environnement, c'est l'espace dans lequel l'agent va évoluer. Par exemple, nous sommes des agents, nous sommes des êtres humains, nous sommes des agents. C'est quoi l'environnement dans lequel nous vivons maintenant? C'est cet espace. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'environnement? L'agent va trouver des tools, ce qu'on appelle des outils. Donc, on va trouver des outils de travail. Donc, il va trouver des capteurs, des fonctions pour aller vers la base de données. Il a un ensemble d'outils qui lui permettent d'aller chercher des informations et pour pouvoir les analyser et faire des prédictions pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, ce qui fait qu'un agent vit dans un environnement. La deuxième dimension, c'est l'interaction. Donc, l'agent, il va interagir avec d'autres agents. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a besoin d'un langage, d'un protocole qui lui permet de communiquer avec d'autres agents. Et puis, la troisième dimension, c'est l'organisation. Donc, c'est quoi l'organisation? C'est que les agents, généralement, ils ont besoin d'évoluer dans une organisation. Par exemple, c'est comme une entreprise. Vous savez, dans une entreprise, il y a une organisation qui fait, il y a un PDG, il y a un directeur, il y a des départements, il y a des responsables. Et donc, quand vous êtes dans une entreprise, à chaque fois que vous faites des choses, vous avez un compte rendu. À qui vous allez donner le compte rendu? C'est votre responsable. Et votre responsable, il va collecter, il va analyser, il va encore faire passer au responsable. Ça veut dire qu'il y a une organisation. Donc, et du coup, on peut adopter une organisation hiérarchique
par exemple comme le cas d'une entreprise. On peut adopter des organisations en étoile, pyramidales, etc., etc. Donc il existe, donc ça dépend des types de problèmes. Alors par la suite, c'est ce qu'on va appeler le workflow. Parce qu'à un moment donné, on va créer des workflows qui vont permettre à plusieurs agents de s'organiser pour pouvoir résoudre des problématiques complexes. Alors tout ça, on va y revenir. Donc vous avez donc les trois dimensions de l'agent, l'environnement, l'interaction et l'organisation. Alors maintenant, je vais revenir sur l'intelligence artificielle elle-même. Donc je ne vais pas vous ajouter des choses parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. D'abord, il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline dans laquelle il y a une petite partie de l'intelligence artificielle qui n'est pas exploitée aujourd'hui, qui n'a pas très bien marché. C'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. Vous savez, l'intelligence artificielle symbolique, c'est un type d'intelligence artificielle qui occupe moins de 5%. C'est-à-dire c'est dans l'industrie, c'est quasiment inexistante. Et que la grande partie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les 95%, c'est ce qu'on appelle machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Donc aujourd'hui, quand vous créez des applications dans lesquelles vous exploitez l'intelligence artificielle, c'est à 95% vous exploitez du machine learning. Mais sachez quand même qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'IA symbolique. Peut-être un jour, il va venir avec des algorithmes qui sont encore plus puissants parce que c'est une autre façon de faire les choses. Okay? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le machine learning. Alors, dans le domaine du machine learning, il existe deux façons pour apprendre, pour entraîner les algorithmes. On peut créer des modèles pilotés par les données ou bien des modèles pilotés par l'expérience. Il y a deux façons pour apprendre. Soit en utilisant les données ou bien l'expérience. Alors, ça veut dire quoi les modèles pilotés par les données? Les modèles pilotés par les données, ça veut dire que vous avez besoin du dataset, des données. Donc, vous allez collecter un ensemble de données que vous allez utiliser, à base desquelles vous allez entraîner des modèles. Et une fois que ces modèles sont entraînés sur la base de ces données, ils vont pouvoir faire des prédictions. Et dans les modèles pilotés par les données, alors dans les modèles pilotés par les données, donc vous avez trois types d'algorithmes. Généralement, ça vous les connaissez. Il y a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage auto-supervisé. Je vais commencer par les deux premiers parce que vous les connaissez. Alors, l'apprentissage supervisé, c'est un type d'apprentissage, c'est des algorithmes qui sont basés sur les données, mais c'est des données qui sont étiquetées. C'est-à-dire vous avez un dataset pour lequel vous connaissez les inputs et les outputs. Et si vous avez un dataset pour lequel vous connaissez les inputs et les outputs, eh bien vous pouvez utiliser des algorithmes d'apprentissage supervisé comme par exemple la régression linéaire, la régression logistique, SVM, il y en a plein d'algorithmes que vous connaissez qui sont utilisés. Eh bien, vous allez entraîner ces modèles. Une fois que vous les entraînez sur la base de ces données-là, et après, ils vont pouvoir faire des prédictions sur des données qu'ils n'ont jamais vues. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle data-driven model. C'est les modèles pilotés par les données. Parce que la base de l'algorithme, c'est quoi? C'est les données. Alors, bien sûr, dans l'apprentissage supervisé, il y a deux types de problèmes. Il y a la régression et la classification. Alors, régression, donc je rappelle, la régression, voilà un exemple. Supposons que vous voulez prédire le prix d'un appartement, par exemple. Et donc, pour pouvoir prédire le prix d'un appartement, vous allez commencer à collecter les données d'un dataset. Par exemple, vous dites, j'ai un quartier, par exemple, Ma'arif, j'ai un appartement, la superficie 100 mètres carrés, j'ai 3 chambres, et le prix de cet appartement vaut 2 millions de dirhams. Après, vous dire, Sbata, 120 mètres carrés, 3 chambres, 1,1 million de dirhams. Et vous allez commencer à collecter les données. Donc ça, c'est un dataset qui est étiqueté. Étiqueté, ça veut dire, vous avez les inputs, c'est ce qu'on appelle les variables indépendantes, et vous avez le output, c'est ce qu'on appelle la variable dépendante. Et dans notre cas, le output, c'est le prix. Et si vous regardez le prix, dans notre cas ici, le prix, c'est une valeur continue. Donc ça peut être 1 million de dirhams, 1,5, 3 millions, etc. Donc c'est-à-dire c'est une valeur, on prédit une valeur quantitative. Alors dans ce cas-là, on va parler de régression. Donc vous voyez donc la notion de régression, donc je rappelle, quand on prédit une valeur continue, par exemple je prédis
le poids d'une personne. Bon, on n'a pas besoin de prédire le poids parce qu'on peut le mesurer. On prédit par exemple un patient à l'hôpital, nous avons besoin de prédire combien de jours il va rester à l'hôpital. Donc ça c'est quoi? C'est une régression ou bien c'est une classification? Alors je veux prédire la durée que le patient va rester dans la clinique. C'est une régression parce que je vais prédire le nombre de jours. 5, 20, 40, 50, 2 mois, 3 mois, n'est-ce pas? C'est une valeur continue, n'est-ce pas? Je veux par exemple prédire, je prédis par exemple la température qui fera demain. La température, ça peut être de 20 degrés, 50 degrés, c'est de la régression. Je veux prédire par exemple le prix d'une action en bourse. C'est de la régression. On prédit des valeurs continues. Mais par contre, quand vous avez un problème, alors bien sûr, pour faire la régression, il y a plein d'algorithmes qui sont connus. On peut faire de la régression linéaire, polynomiale, etc. Il y a différents types de régression. Il y a plein d'algorithmes qui utilisent donc, bien sûr ce type d'algorithme. Ce n'est pas l'objectif, comme je disais, parce que c'est des choses que vous avez déjà faites quelque part. Ou si, même si vous n'avez pas fait ça, vous allez encore le faire dans d'autres cours, mais ce n'est pas notre vraiment objectif. Mais par contre, si vous avez un problème dans lequel on prédit une valeur catégorique, c'est-à-dire une variable qualitative, alors dans ce cas-là, on va parler de la classification. Par exemple, ici, je voudrais prédire si une transaction bancaire est frauduleuse ou pas. Alors dans ce cas-là, je vais prendre un dataset pour lequel je connais l'heure de la transaction, le montant de la transaction, la longitude, latitude, le point à partir duquel, par exemple, se fait la transaction. Ici, donc, vous voyez, l'output, est-ce qu'il est frauduleux ou pas? Soit 0, soit 1. Alors, donc, qu'est-ce que je produis? Soit frauduleuse, soit pas frauduleuse. Alors, donc là, c'est un problème de classification. Et comme c'est 0, 1, on va dire que c'est une classification binaire. Hein, d'accord? C'est une classification binaire parce qu'il y a deux, en output, vous avez soit 0, soit 1. Alors bien sûr, dans les problèmes de classification, il existe plusieurs algorithmes qui sont connus comme KNN, SVM, Decision Tree, Random Forest, les réseaux de neurones artificiels. Donc il existe plusieurs algorithmes en machine learning qu'on peut utiliser pour faire plutôt pour créer des classifieurs. Ok? Alors des exemples de classification, comme je disais. Donc si vous avez par exemple prédire, est-ce que par exemple une intrusion, est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est une attaque ou pas? N'est-ce pas? En cybersécurité, nous avons besoin de bloquer par exemple des intrusions. Donc on a besoin de créer des classifieurs qui permettent de prédire est-ce que telle par exemple requête, il s'agit d'une intrusion ou pas, etc. Bon, bref. Alors ça, c'est tous ces algorithmes-là, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Et puis vous avez l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, donc on utilise un dataset non étiqueté. C'est-à-dire vous avez un ensemble de données qui ne sont pas étiquetées. Et après, on va utiliser un algorithme qui va fouiller dans ces données-là pour chercher à créer ce qu'on appelle des clusters, c'est ce qu'on appelle des opérations de clustering. Alors je prends cet exemple-là, vous savez, vous avez des dates et après, parfois nous avons besoin, les êtres humains, ils ont besoin de distinguer les dates qui sont bien cuites, qui ne sont pas encore cuites, etc. Vous savez, quand on fait ce genre de travail, c'est que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le clustering. Okay? Une fois que nous avons créé les clusters, ben, dès que je prends une date, je vais dire il appartient au groupe A ou là, le groupe B ou là, le groupe C. Donc ça, c'est quoi? C'est plutôt de l'apprentissage non supervisé. Alors parmi les algorithmes qui sont très populaires dans le domaine de l'apprentissage non supervisé, vous avez K-means, donc c'est un algorithme que vous connaissez également. Alors, maintenant, ça c'est l'apprentissage non supervisé. Et après, il y a l'apprentissage auto-supervisé. Alors, l'apprentissage auto-supervisé, c'est un type d'apprentissage qui existe dans le domaine de NLP, Natural Language Processing. L'idée principale de l'apprentissage auto-supervisé, c'est quoi? Je vais prendre un texte qui n'est pas structuré. Je prends n'importe quel texte, paragraphe. Et bien ce texte-là, je vais le donner au modèle. Mais quand je vais donner ce texte au modèle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher des mots. Je vais essayer de cacher des parties de ce texte.
Et après, je vais entraîner le modèle pour qu'il puisse prédire le texte qui est caché. Une fois que je fais ça, je vais encore cacher d'autres mots, je reprends la même chose, jusqu'à ce que le modèle puisse apprendre un peu à comprendre ce texte. Eh bien, l'IA générative, les LLMs que vous utilisez comme ChatGPT, ils sont entraînés sur la base de l'apprentissage auto-supervisé. Parce qu'ils utilisent du texte qui n'est pas structuré, c'est du texte, n'importe quel texte. Et donc, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui utilisent ce qu'on appelle les encodeurs et les décodeurs, qui font qu'un texte en input, on va l'encoder, après par la suite, on va pouvoir faire le décodage pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire, à un moment donné, vous allez donner un texte, par exemple, ChatGPT, vous lui donnez un prompt, et après, à la sortie, il vous génère quelque chose. Pas. Donc tout ça, derrière, c'est l'apprentissage autosupervisé. Mais bien sûr, les LLMs, ils vont utiliser l'apprentissage autosupervisé, mais également, ils vont utiliser l'apprentissage supervisé parce qu'à un moment donné, on va utiliser des données pour calibrer un peu le modèle, c'est-à-dire on a besoin des experts pour pouvoir superviser un peu ce qui se passe. Et puis, nous allons voir qu'ils utilisent également l'apprentissage par renforcement. Et bien justement, l'apprentissage par renforcement, c'est justement ça, c'est l'apprentissage piloté par l'expérience. Alors, l'apprentissage, donc vous voyez, rappelez-vous bien, quand on crée des modèles, vous posez toujours la question, est-ce que c'est un modèle piloté par les données ou bien piloté par l'expérience? Alors, piloté par l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée principale, c'est quoi? C'est que vous avez un agent. On voudrait qu'il y ait un algorithme, on voudrait qu'il apprenne à faire des choses. Ben, cet agent-là, on va d'abord l'entraîner. Et pour l'entraîner, on va l'entraîner dans un environnement. Ben, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il va agir sur l'environnement. Il va agir sur l'environnement. Et quand il agit sur l'environnement, il va récupérer ce qu'on appelle des rewards, c'est des récompenses. Alors ces récompenses, c'est le feedback de l'environnement. Il va lui donner des récompenses qui peuvent être soit positives, soit négatives. Alors, et après, une fois qu'il récupère une récompense, l'état de l'agent va changer. Il sera dans un autre état. Et quand il est dans un autre état, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore essayer d'agir sur l'environnement. Il récupère la récompense, le feedback, et il va reprendre ça. Alors cette opération-là, ça s'appelle l'exploration. Donc ça veut dire que l'agent, il va explorer l'environnement. Il va apprendre. Par exemple, un robot, il va essayer de tourner à gauche, à droite, il va faire n'importe quoi. Il va casser, je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est qu'il va explorer. Mais à chaque fois qu'il agit sur l'environnement, il récupère une récompense. Et cette récompense-là, il va changer son état. Et quand il change l'état, il va essayer de faire autre chose. Bon, quand on fait ce travail-là plusieurs fois, eh bien, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Je vous donne un exemple. Prenez un petit enfant et vous voulez lui apprendre à nager. Ben, ce petit enfant-là, pour apprendre à nager, vous savez, on ne peut pas apprendre à nager comme ça avec des données, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire, voilà, si tu veux nager, tu fais ça, et attention, etc. Ce n'est pas suffisant. Eh bien, il faut passer à l'expérience. Donc, un enfant, quand il apprend à nager, on va le jeter à la piscine, et après, il va essayer de faire n'importe quoi. Il va essayer d'agir sur l'environnement. Et quand il agit sur l'environnement, il va recevoir des récompenses. Alors, il peut boire de l'eau, il peut avoir mal, n'est-ce pas? Et quand il a des récompenses, ces récompenses peuvent être positives ou bien négatives. Il va encore agir, il va tâtonner jusqu'à... Si vous le laissez à faire ça plusieurs fois, de temps en temps, il faut lui donner un coup de main pour que vous n'allez pas perdre votre enfant. Mais il va faire ça plusieurs fois, il va croire... Pourquoi vous rigolez? Je vous dis, votre enfant, vous n'avez pas encore des enfants, c'est ça? Quand je dis votre enfant, ça peut être votre petit frère, votre petite sœur. Ok? Est-ce que vous rappelez quand vous avez commencé à apprendre à nager? Hein? Alors, parfois, il y en a ceux qui ne se rappellent pas comment ils ont appris à nager. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez conduit la bicyclette? Mais c'est la même chose. Conduire une bicyclette, c'est pas dès le départ, ça marche. Vous allez essayer, ça tombe à gauche, à droite, j'essaie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et l'être humain, naturellement, il apprend par renforcement parce qu'on vous dit, on apprend par l'expérience. Et la même chose dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a plein d'algorithmes qui sont basés sur l'apprentissage par renforcement. Par exemple,
Q-Learning. C'est un algorithme d'apprentissage par renforcement. On aura l'occasion de le travailler dans un TP. PPO, Proximal Policy Optimization. PPO, c'est l'un des algorithmes qui sont utilisés par ChatGPT, parce que à un moment donné, les LLMs utilisent l'apprentissage par renforcement. Donc, on aura l'occasion de voir comment ça marche. Et donc, il y a plein d'exemples que vous pouvez chercher. Je donne toujours un exemple. Prenez par exemple une personne aveugle qui ne voit pas. Vous la positionnez à l'intérieur d'un immeuble et vous lui demandez d'emprunter la sortie. Vous imaginez ce qu'il va faire au départ. Il va faire ce qu'on appelle l'exploration. Il va tenter à gauche, à droite, etc. Il agit sur l'environnement, il a un feedback. Il agit, il y a le feedback, etc. Il va essayer de chercher jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Et quand il va trouver la sortie, on va encore le positionner dans une autre partie de l'immeuble. On va lui dire, tu vas essayer encore une deuxième fois. Et bien, si vous faites ça plusieurs fois, des centaines de fois, à un moment donné, il va passer de l'exploration vers l'exploitation. Donc, l'exploitation, c'est qu'il a déjà construit une table d'apprentissage. Dès que vous le positionnez dans un endroit, il suffit qu'il sache dans quelle position il va emprunter le chemin optimal. Directement, il va, même s'il ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi ça? C'est de l'apprentissage par renforcement. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, donc ce qu'il faut noter dans ce slide, c'est tout simplement, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a une petite partie qui ne nous intéresse pas pour le moment, c'est l'IA symbolique. Ça représente que 5%. Et le reste de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Et dans le machine learning, vous avez deux façons d'apprendre, par les données et par l'expérience. Dans l'apprentissage par les données, vous avez trois types d'apprentissage: supervisé, non supervisé, auto-supervisé. Okay? Et dans l'apprentissage par renforcement, vous avez des algorithmes comme Q-Learning, PPO, qui sont utilisés pour faire l'apprentissage par renforcement. Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est que les algorithmes d'apprentissage par renforcement s'inspirent généralement de quelque chose qu'on appelle, des modèles qu'on appelle les MDP, Markov Decision Process, les processus de décision de Markov. C'est tout simplement des graphes, c'est des choses. Donc on aura l'occasion d'en parler quand on va parler de Q-Learning. Ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, dans l'intelligence, vous avez deux choses, l'intelligence artificielle et l'IA distribuée. L'intelligence artificielle s'intéresse à modéliser le comportement d'un agent isolé. Et l'IA distribuée s'intéresse à quoi? À créer plusieurs agents distribués. Ces agents-là vont collaborer pour exploiter l'intelligence collective. Parfait. Alors, maintenant, ça c'est... Il y a quelque chose... tout cet écosystème-là, vous savez, depuis des années, les gens ils manipulent ça. À chaque fois, il y a des nouveaux algorithmes, mais on tourne toujours autour de cet écosystème. Mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui va se passer. C'est l'IA générative. Alors, l'intelligence artificielle générative, il vient pour booster le domaine de l'intelligence artificielle. Comment? D'abord, l'IA générative, c'est quoi? C'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de générer des nouvelles données, comme les images, comme le texte, comme la musique, comme les vidéos. Il génère des nouvelles données en se basant sur un modèle qui est entraîné sur un large corpus de données. Alors, le premier modèle qui a été créé, je vais connecter la machine. Alors, l'un des premiers modèles qui a été créé dans l'IA générative, ça a commencé en 2014. Bon, ça a commencé en 2014 par un algorithme qui s'appelle les GANs. Les GANs, ça veut dire Generative Adversarial Network. Ben, ces GANs-là, donc d'ailleurs, il y a un lien que je vous laisse ici. Il y a un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Donc, à l'époque, c'était l'un des premiers sites qui génère des personnages qui n'existent pas réellement. Donc, à chaque fois que vous actualisez, ça vous génère des photos. Mais bien sûr, ces photos-là, c'est des personnages qui n'existent pas réellement. Mais c'est des personnages qui sont générés sur la base de quoi? Sur la base d'un large corpus de données qui a été utilisé pour entraîner le modèle. Et après, par la suite, les choses vont s'accélérer en 2017. Alors, en 2017, il y a un groupe de chercheurs chez Google
Vous voyez, donc ça se passait déjà chez Google. Et bien sûr, quelques universités canadiennes qui ont publié un article qui s'appelle Attention is all you need. Alors, si vous regardez cet article-là, donc, ce n'est pas notre objectif de voir un peu le contenu, mais cet article-là, si vous voulez, c'est l'article principal qui va... c'est grâce à cet article-là que vous avez ChatGPT, que vous avez Gemini, tout ce que vous voyez dans l'IA LLM actuelle, ils sont basés sur la base de cet article. Bon, cet article, il va introduire ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, self-attention et multi-head attention, qui a produit un type d'algorithme qu'on appelle les transformers. Donc, pour vous, ce qui vous intéresse dans ça, c'est à travers cet article-là, il y a une nouvelle génération d'algorithmes qu'on appelle les transformers, qui sont basés sur l'apprentissage autosupervisé et qui vont être très utiles dans le domaine de NLP. Et c'est grâce à cet algorithme-là qu'il y a OpenAI a créé son propre algorithme des transformers qui s'appelle GPT, Generative Pre-trained Transformers. Et après, Google a créé sa version des transformers qu'on appelle BERT. BERT, c'est Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Donc, vous voyez donc les deux modèles de base des transformers. Quasiment la majorité des LLMs qui existent actuellement, ils sont basés sur ces modèles, généralement de base. Et puis, les choses vont s'accélérer parce qu'en 2019, il y a les StyleGANs et après ChatGPT, la première version au début de 2021. Et après, il y a GPT 3, 4, 5, les choses évoluent assez vite. Et après, il y a des modèles multimodales, LLM multimodal, c'est-à-dire qui comprennent le texte, l'image, le son et aussi la vidéo, comme par exemple les clips, Daily, etc. Et puis, vous avez tout un écosystème qui va s'exploser. Il y a DeepSeek, il y a Llama, il y a Queen, et vous voyez donc Claude. Il y a beaucoup de LLMs qui sont venus pour impressionner ce monde de l'intelligence artificielle. Et ça va impacter les systèmes multi-agents. Vous voyez donc les systèmes multi-agents, à un moment donné, ils étaient basés que sur les algorithmes d'apprentissage par renforcement. N'est-ce pas? Mais actuellement, les systèmes multi-agents, ils vont encore profiter de ces LLMs pour faire c'est-à-dire des applications qui sont beaucoup plus puissantes. C'est ce que nous allons essayer donc de voir. Alors maintenant, il faut juste savoir une chose. Quelles sont les raisons? Si on vous pose la question, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, on vit l'âge d'or de l'intelligence artificielle? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est la puissance des modèles. C'est-à-dire, c'est grâce aux transformers. Donc, les transformers sont entraînés sur la base des techniques d'apprentissage autosupervisé. Il y a de l'apprentissage supervisé. Vous allez voir, il y a de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, ces transformers vont profiter de tous les types d'apprentissage et en utilisant un large corpus de données. Et donc, il y a des modèles qui sont basés par GPT-BERT qui sont très puissants et qui permettent si vous voulez, de prédire, de prédire plutôt sur des problématiques assez complexes. Et puis, il y a l'abondance des données. Donc, c'est parce que grâce au web, grâce aux réseaux sociaux, en fait, les êtres humains, ils ont produit une grande quantité de données grâce au cloud computing. Donc, toutes ces données-là, on en a profité pour pouvoir entraîner ces modèles. Alors, il faut juste noter que la quantité de données qui est utilisée pour entraîner ces modèles, elle est tellement importante que pour faire ces calculs, il nous faut des machines qui sont ultra puissantes. Donc, justement, c'est la troisième raison, plutôt le troisième outil qui fait que on vit l'âge d'or de l'intelligence artificielle, c'est les GPU. Vous savez, les GPU, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est des cartes graphiques qui ont été créées initialement au début par NVIDIA. Vous savez, c'est des cartes graphiques qui existaient même avant 2010. Au début, ils étaient créés juste pour les jeux vidéo. Donc, c'était des cartes graphiques qui étaient créées pour accélérer les calculs dans les jeux vidéo. Donc, un GPU, c'est une carte graphique dans laquelle on trouve des milliers de petits microprocesseurs. Et ces milliers de petits microprocesseurs, ils vont s'associer dans un ordinateur. Ils vont accélérer les calculs.
Alors, pourquoi ils vont accélérer le calcul? Vous savez que les transformers utilisent les réseaux de neurones artificiels. Et dans les réseaux de neurones artificiels, la majorité des calculs, c'est des calculs matriciels. C'est-à-dire c'est de l'algèbre linéaire. Et donc, ce qui fait, comme il s'agit des matrices qui sont de très grandes dimensions, pour pouvoir accélérer les calculs, il est nécessaire, avec un seul CPU, c'est très compliqué, on va attendre des années. Et donc, c'est grâce à ces GPU que on peut faire ce qu'on appelle le calcul parallèle, ce qui permet donc d'accélérer le temps d'entraînement des modèles. Donc, vous voyez, donc, il y a les GPU, les TPU et le cloud computing. Donc, c'est l'infrastructure. Donc, vous avez trois choses. Les modèles qui ont évolué depuis 2017 et se sont explosés grâce au LLM, l'abondance des données, et puis donc vous avez la capacité de calcul qui évolue et qui va encore s'accélérer parce qu'après il y aura les ordinateurs quantiques qui vont bientôt arriver et ça va encore faire beaucoup, ça va encore booster beaucoup c'est-à-dire cet écosystème. C'est clair pour ce slide? Parfait. Alors maintenant, on va parler de maintenant les LLMs. Vous voyez donc grâce à l'IA générative, nous avons aujourd'hui des modèles d'intelligence artificielle qui sont ultra puissants. Et pour pouvoir profiter, pour pouvoir tirer profit de ces LLMs, donc vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle du prompt engineering. C'est l'ingénierie des prompts. Alors c'est quoi l'ingénierie des prompts? L'ingénierie des prompts, ou bien le prompt engineering, c'est une discipline qui consiste à concevoir. Donc vous avez deux parties, vous avez prompt et l'ingénierie. Alors d'abord, c'est quoi un prompt? Un prompt, c'est tout simplement un ensemble d'instructions spécifiques que vous allez envoyer vers un LLM pour répondre à une tâche bien spécifique. Bon, c'est le prompt que vous écrivez pour pouvoir interroger un LLM. Et puis, engineering, ça veut dire quoi? C'est l'ingénierie. Ça veut dire quoi? C'est le processus qui consiste à concevoir, créer un prompt et évaluer ce prompt. Donc, vous voyez, donc, en industrie, en entreprise, quand on veut déployer une application qui est basée sur des prompts, on ne peut pas faire confiance à un prompt s'il n'est pas évalué. Alors, techniquement, on évalue les prompts exactement de la même façon avec laquelle on évalue les modèles de l'intelligence artificielle. Il y a des métriques qu'il va falloir utiliser et exploiter pour pouvoir évaluer les prompts. Donc, l'ingénierie des prompts, donc, ça va vous permettre de comprendre d'abord comment rédiger les prompts, comment les évaluer, et surtout comment les intégrer, comment les déployer dans les applications. Parce que vous faites de l'ingénierie, donc vous allez développer des applications qui vont permettre, des chatbots par exemple, qui vont permettre bien sûr d'apporter, de résoudre des problématiques bien spécifiques. Alors, je reviens maintenant au prompt. Alors, le prompt lui-même, il se compose de deux parties. Vous avez la première partie, c'est ce qu'on appelle la structure du prompt. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les paramètres. Alors, dans la structure du prompt, vous allez généralement, dans la structure du prompt, on va trouver trois parties dans le prompt. Donc, la première partie du prompt, c'est ce qu'on appelle system message. Alors, system message, c'est quoi? C'est la partie dans le prompt où on va expliquer, on va mettre un ensemble d'instructions qui permettent d'expliquer le contexte, qui permet d'expliquer la problématique. Alors, généralement, pour pouvoir poser la question à un prompt, il faut d'abord lui expliquer la problématique. Par exemple, si vous avez une problématique, par exemple, d'analyse des sentiments, vous allez dire dans le système prompt, vous allez lui dire, par exemple, vous êtes, parce que d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut qualifier l'agent, plutôt l'intelligence artificielle. Vous êtes, par exemple, on va lui dire, vous représentez un assistant dans une clinique médicale. Récemment, nous recevons des emails, des réclamations de la part des clients. Alors, ces emails dans ces emails, il y a des sentiments qui peuvent être soit positifs, soit négatifs à propos des médecins, des services, etc. Donc, vous voyez, donc, il faut lui expliquer c'est quoi la problématique. Et par la suite, on va lui dire, on va te donner en input un email d'un client. Et je voudrais que tu me donnes en output quels sont les services qui sont concernés par cet email. Et pour chaque service, quel est le sentiment? Est-ce que c'est positif ou bien négatif ou bien neutre? Par exemple, ouais, donc ici, donc, je suis en train pour faire... D'ailleurs, c'est l'une
La première activité pratique sur laquelle vous allez travailler, c'est une activité pratique dans laquelle vous allez faire l'analyse des sentiments. Et donc, ce qui fait, souvent, parce que vous, ce que vous avez l'habitude de faire, vous posez rapidement des questions à ChatGPT, il vous donne des réponses. Parfois, c'est à vous de dire est-ce que vous êtes satisfait ou non. Mais quand vous faites le prompt engineering, vous allez rédiger un prompt, un système message qui est très bien fait. Une fois que vous le rédigez, il faut l'évaluer par la suite. Et quand vous allez l'évaluer, donc il y a des datasets que vous allez utiliser, ce qu'on appelle les gold examples. Et tout ça, ça fait partie de ce process. En tout cas, donc système message, c'est la première partie d'un prompt dans lequel on va décrire les instructions qui permettent de décrire la problématique. Ensuite, il y a la troisième partie. Je vais sauter la deuxième partie, je vais y revenir. La troisième partie du prompt, c'est ce qu'on appelle user input. Alors, user input, c'est la question de l'utilisateur. Par exemple, dans un chatbot, l'utilisateur, il va écrire sa question. Eh bien, la question de l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle user input. Mais user input, la question de l'utilisateur qui est saisie par l'utilisateur, on va l'ajouter à system message. Donc, on va la coller à system message. Et après, on va envoyer tout ça vers le LLM. Pourquoi? Parce que le LLM, quand on va lui envoyer que la question de l'utilisateur, ben, il ne va pas comprendre la question de l'utilisateur. Il va falloir l'ajouter à system message. Et c'est system message qui va expliquer au LLM c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est comme ça qu'on peut répondre à des questions de manière très précise. C'est clair? System message, user input. C'est bon? Alors, c'est comme si vous dites, par exemple, dans un système message, la problématique, on voudrait résoudre des problèmes dans un chapitre, par exemple, l'algèbre linéaire, par exemple. Donc, ça, c'est vous expliquez dans quel domaine les questions vont être posées. Et après, dans user input, vous donnez la question. Donc, c'est la question qui va être posée. Et donc, forcément, avec ça, on peut parfois répondre à des questions de manière très précise. Alors, sauf que parfois, avec system message et user input, ce n'est pas suffisant. Parfois, avec system message et user input, ce n'est pas suffisant de bien expliquer le problème au LLM. Parfois, nous avons besoin d'ajouter dans le prompt ce qu'on appelle les few shot examples. Alors, les few shot examples, c'est quoi? C'est un ensemble d'exemples pour lesquels je connais la réponse. C'est-à-dire, dans les few shot examples, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, par exemple, pour cette question-là, voilà la réponse. Pour cette question-là, voilà la réponse. Et bien, tout simplement, je ne vais pas mettre une vingtaine de questions aux réponses, je vais mettre 2 ou 3. C'est ce qu'on appelle quelques exemples. Et généralement, si vous donnez quelques exemples avec des réponses, vous allez faciliter la tâche au LLM pour comprendre mieux la question de l'utilisateur. Alors, si vous avez un prompt dans lequel vous avez system message, few short examples et user input, donc ce genre de prompt, c'est ce qu'on appelle les few shot prompts. Un few shot prompt, c'est un prompt dans lequel vous avez system message, vous avez quelques exemples avec réponse, et après vous avez la question de l'utilisateur. Vous savez, c'est comme si quand un prof vous pose un examen, la première des choses qu'il vous met dans l'examen, c'est que d'abord il y a system message. System message, il vous explique la problématique. C'est quoi le problème posé, n'est-ce pas? Et après, c'est quoi user input? C'est les questions posées c'est les questions qui sont posées, auxquelles vous devrez répondre. Et après, à la fin, le prof va vous ajouter, voilà quelques exemples avec réponse. Il va vous dire, par exemple, pour cet exemple-là, voilà la réponse. Pour cet exemple, voilà la réponse. Donc, quand il vous donne quelques exemples, quelques questions avec réponse, ben, il est en train de vous aider à comprendre mieux la problématique. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez quelques exemples dans le prompt, c'est ce qu'on appelle le few shot example. Mais parfois, on n'a pas besoin d'ajouter des exemples dans le prompt. Dans ce cas-là, on va trouver uniquement system message et user input. Et dans ce cas-là, on va l'appeler zero shot prompt. Donc, vous voyez, donc, quand on crée des prompts, il faut toujours tester 2 types de prompts. Zero shot prompt et few shot prompt. Alors, si le zero shot prompt vous donne satisfaction, c'est-à-dire s'il donne de bons résultats, généralement, on n'a pas besoin de faire le few shot prompt. Mais si vous voyez que le zero shot prompt ne donne pas de bons résultats, il faudrait chercher à créer un few shot prompt. Donc, ça, c'est la structure. Alors maintenant, bon,
Parfois, vous savez, on les appelle few shot prompt, mais par exemple, si vous avez un seul exemple avec réponse dans les exemples, on va l'appeler one shot prompt. Si vous avez deux exemples, vous l'appelez two shot prompt. Mais globalement, on les appelle few shot prompt dès que ça dépasse, un. Alors, maintenant, parmi les paramètres qui sont très importants dans le prompting, il y a la température. Alors, la température, c'est un paramètre dans lequel qui peut recevoir une valeur entre 0 et 1. Alors, si vous avez une problématique dans laquelle vous attendez une réponse précise, factuelle, vous allez utiliser une température égale à 0. C'est-à-dire quoi? Par exemple, vous faites l'analyse des sentiments. Vous donnez par exemple un email, par exemple un review, et vous lui demandez de vous dire est-ce que c'est positif ou bien négatif. Donc vous voyez donc la réponse que vous attendez, c'est quoi? Soit positif, soit négatif. Et dans ce cas-là, vous attendez une réponse qui est précise, soit positive, soit négative. Alors dans ce cas-là, pour ce genre de problématiques pour lesquelles vous attendez des réponses précises, donc vous allez utiliser une température qui est égale à 0, qui est proche de 0, bien qui est égale à 0. Alors si vous avez la température égale à 0, vous posez la même question au LLM plusieurs fois, il va vous donner la même réponse. Si la température est égale à 0. Mais si la température n'est pas égale à 0, s'il est proche de 1, vous posez la même question au LLM plusieurs fois et à chaque fois, il va vous donner une réponse qui est différente. Donc, vous voyez, donc, si vous avez une problématique dans laquelle vous voulez inciter le LLM à imaginer, donc vous voulez inciter l'esprit imaginatif de LLM, vous avez intérêt à utiliser des températures proches de 1. OK? Par exemple, supposons que vous voulez générer une histoire. Donc, vous avez un prompt, vous l'envoyez, il vous génère une histoire. Mais si vous voulez qu'il vous génère une autre histoire avec le même prompt, bah, si vous avez la température et elle est proche de 1, vous envoyez le même prompt, il va vous générer une histoire qui est différente. Ou encore, vous générez des photos. Quand vous générez des photos, avec le même prompt, vous l'envoyez plusieurs fois. À chaque fois, il vous génère une photo qui est différente. Vous voyez donc, si vous voulez donc inciter le LLM à imaginer, c'est-à-dire il ne va pas toujours vous donner la même réponse. À chaque fois, il va imaginer, il va emprunter des pistes pour chercher, pour explorer différentes solutions. Donc, vous avez intérêt à utiliser une valeur de température qui est proche de 1. Mais par contre, si vous cherchez une réponse qui est précise, il faudrait utiliser une valeur de température qui est égale à 0. C'est clair? Parfait. Alors, il y a un autre paramètre qui est important dans le prompt, c'est le max tokens. Alors, c'est quoi cette histoire de max tokens? Il faut juste noter une chose qui est très importante, c'est que dans le NLP, Natural Language Processing, quand on prend un texte, on va le donner au LLM. La première des choses qu'on fait dans le NLP, c'est qu'on va découper notre texte en un ensemble de tokens, ce qu'on appelle les tokens. En fait, un token, ça peut être un mot du texte, ça peut être une partie du mot. Et donc, c'est grâce à ces tokens-là qui deviennent des nombres, qui vont devenir par la suite des matrices. C'est grâce à ces tokens que le LLM va faire ses calculs, va faire ses prédictions. Et donc, il faut noter une chose, c'est que les transformers utilisent des réseaux de neurones qui sont basés sur des matrices à dimension fixe. C'est-à-dire, quand vous prenez un LLM, ils ont une caractéristique qui est très importante, qui s'appelle le context window. Chaque LLM, à chaque fois que vous utilisez un LLM, la première caractéristique que vous allez essayer de chercher, c'est quoi? C'est le context window. Alors, c'est quoi le context window? Ben, le context window, c'est le nombre maximum de tokens, que le LLM peut prendre. Si vous prenez par exemple GPT 3.5, le context window, il est à 4096. Ça veut dire quoi 4096? Ça veut dire il ne peut pas recevoir plus de 4096 tokens. C'est le maximum. OK? Si vous prenez par exemple GPT, par exemple 4 et 5, c'est 128 000. Aujourd'hui, le context window le plus grand, c'est chez Gemini Flash. C'est 1 million de tokens. Donc, le context window, c'est-à-dire le nombre maximum de tokens que vous pouvez donner à un LLM, c'est une caractéristique qui est très, très importante.
Et d'ailleurs, c'est-à-dire si vous avez par exemple un modèle comme Gemini, Flash, avec 1 million de tokens, ça veut dire vous pouvez lui envoyer un document PDF par exemple qui contient des centaines et des milliers de pages. Donc il peut directement le transformer en tokens et après il peut faire ses prédictions. Et donc, mais par contre, si vous prenez par exemple GPT-4, donc vous avez 128 000, c'est-à-dire il ne peut pas avaler tout le document. Donc il va falloir passer par d'autres techniques, donc on va en parler. C'est le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui est généralement utilisé pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Donc ça, il faut le noter, c'est que les LLMs, ils ont un maximum de tokens à ne pas dépasser, c'est ce qu'on appelle le context window. Donc c'est la raison pour laquelle, quand vous envoyez un prompt, vous pouvez préciser le max tokens. C'est-à-dire, vous dites au LLM, quand tu vas donner la réponse, ne dépasse pas ce maximum de tokens. Vous pouvez limiter. Et d'ailleurs, vous savez le système de facturation, parce que quand vous payez, par exemple, quand vous allez payer les modèles comme par exemple OpenAI, ils sont facturés par quoi? Ils sont facturés par millions de tokens. C'est-à-dire que la facturation se fait sur la base combien de tokens que vous avez consommé, combien de tokens que vous avez envoyé entre le input et le output. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Alors en tout cas, donc la tokenisation, c'est un élément très important dans le domaine de NLP. Vous avez ici le site de plateforme OpenAI Tokenizer, vous pouvez la voir. Alors par exemple, pour vous donner une idée, c'est comment par exemple OpenAI il crée les tokens. Je prends par exemple un texte quelconque. Par exemple, je suis en train de vous expliquer ce que c'est la gentille AI. Oui, donc ça c'est un texte, oui. Le texte, si vous l'envoyez au modèle de OpenAI, la première des choses, il va créer les tokens. Et ici, il y a combien de tokens ici? Il y en a 16. Et si vous voyez ici, donc vous avez jeu, c'est un token. Suis, donc vous voyez ça, il y a des couleurs. Suis ici, c'est un token avec l'espace. Entre, c'est un token. AIN, c'est un token. Chaque LLM, il a sa propre façon de faire les tokens. Donc un token, ça peut être 3 caractères, ça peut être 4, ça peut être un mot. Donc ça dépend de chaque LLM. Si vous voulez, parfois c'est même un secret. C'est-à-dire les LLM, généralement, ils ne divulguent pas c'est-à-dire la technique qu'ils utilisent pour faire la tokenisation. Mais ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine de NLP. C'est clair? C'est la pause. غلطوا في لاصال انتوا دونك داك نتوما عاد فقتوا واش بان لك هادشي سي سافير سيكوريتي va بك ما tu lui dis que c'est la pas de souci. Vous êtes sûr que vous êtes dans cette classe? Comme ça. Bon, vous avez compris la notion de tokens, donc ça c'est quelque chose qui est assez connu. Alors, après, donc, on aura l'occasion de voir en principe que dans les prompts, il existe différents types de prompts, mais bon, pour le moment, je ne vais pas rentrer en détail ici. Instruction prompt, reasoning prompt, induction prompt, paraphrasing prompt et code prompt, chain of thought prompt. Alors, tous ces types de prompts, quand on va commencer à créer des agents, rappelez-vous bien, on aura l'occasion de revenir dans la pratique pour distinguer les différents types de prompts, parce que tout ça, ça fait partie des objectifs du cours. Alors, donc ce que je viens de dire tout à l'heure, je le redis. Donc, en principe, dans un prompt, vous allez trouver quoi? Il y a une partie qui est réservée pour system message. Il y a few short examples. Il y a une partie pour user input. Il y a une partie pour la réponse qui va être générée.
Alors, ça c'est. Mais maintenant, il faut savoir que les LLMs supportent ce qu'on appelle les tools. D'ailleurs, quand on va faire l'agentique AI, c'est que dans le prompt, on envoie également ce qu'on appelle les tools. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui a été rajoutée, parce qu'il y a des LLMs qui supportent les tools, il y en a d'autres qui ne le supportent pas. Généralement, dans les LLM qui supportent les tools, donc généralement, on leur envoie également la liste des tools. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure quand je vais parler de c'est quoi un agent AI. Donc, vous voyez donc tout ça, c'est le nombre de tokens. Si vous prenez tous ces messages que vous voyez là, si vous les divisez en tokens, par exemple, ça ne doit pas dépasser la limite. Et la limite, le nombre, c'est le context window, c'est le maximum à ne pas dépasser. Alors, au niveau facturation, les LLMs facturent généralement par le nombre de tokens. Par exemple, si vous prenez GPT par exemple 3.5, vous avez ces 0,0002 dollars par 1 kilo tokens. Donc, généralement, ça se facture par des millions de tokens. C'est-à-dire 1 million de tokens, c'est 0,00 dollars. C'est pas trop cher. C'est-à-dire, en termes de tokens, vous pouvez tous les TP que vous allez faire en classe, si vous avez par exemple un compte OpenAI, vous pouvez c'est-à-dire avec une centaine de dirhams, ça peut vous suffire toute l'année pour pouvoir tester les LLMs de OpenAI. Ça, on va en parler parce que dans les LLMs, il y a des LLMs open source qu'on va utiliser dans les TP. Mais parfois, on a besoin de faire des activités pratiques dans lesquelles on va utiliser des LLM de OpenAI. Parce qu'en entreprise, il faut toujours tester, comparer les résultats que vous avez avec des LLMs open source avec les résultats obtenus avec OpenAI parce que ceux de OpenAI sont très, très puissants. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours faire ces comparaisons. Est-ce que c'est clair? Alors, bien sûr, les tarifs, ils ont changé. C'est des choses qui changent régulièrement. Si vous regardez le site de OpenAI, vous allez trouver donc le système de tarification de tokens. Rappelez-vous bien le nombre de tokens dans un prompt, parce que même dans les TP, parfois on va vous poser des questions. Quand vous utilisez, évaluez le nombre de tokens, dans le nombre de tokens qui sont consommés dans cette application. Pourquoi on va l'évaluer? Parce qu'il faut savoir combien de tokens que vous avez consommés. Comme ça, vous multipliez par le tarif et comme ça, vous allez avoir le coût. Parce que les applications, l'IA agentique utilisent les LLMs. Donc, vous savez qu'à un moment donné, on vous demandait d'évaluer la complexité de l'algorithme, n'est-ce pas? La complexité de l'algorithme, il y a la complexité temporelle, le nombre d'itérations et tout ça. Il y a la complexité spatiale, la mémoire il va prendre, n'est-ce pas? Combien d'espace mémoire que cet algorithme va consommer. Mais maintenant, vous allez ajouter la complexité, le coût. Pourquoi? Parce que quand on utilise les agents AI, on utilise des tokens. Donc, ce qui fait les entreprises, ils ont besoin de savoir, avec l'application que vous avez fait, le prompt que vous avez utilisé, il faut évaluer par exemple, pendant un mois, ça va générer combien de... C'est-à-dire, quel est le coût qui va être déployé pour ça. Alors, vous avez ici sur ce slide un exemple de prompt. Par exemple, ici, c'est un prompt qui est destiné, par exemple, à GPT, par exemple, 4o. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire une démo. Donc, on va utiliser un modèle GPT-4o. La température, c'est 0. Et puis, donc, système message, c'est ça. Par exemple, on va demander, par exemple, de faire ce qu'on appelle aspect-based sentiment analysis. Donc, on va supposer que dans des reviews, nous avons c'est-à-dire des commentaires concernant des ordinateurs portables. Et ces ordinateurs portables, les utilisateurs, ils vont vous dire, par exemple, je n'ai pas aimé le clavier, l'écran ça va, mais la souris, il est catastrophique, n'est-ce pas? On veut évaluer l'avis des utilisateurs sur la base de 3 choses. Le clavier, la souris et l'écran. Et donc, ce qui fait que il y a parfois des commentaires dans lesquels il va parler du clavier, de la souris, tout ça. Parfois, il va parler d'autres choses. Donc, ce qui fait que nous, on va prendre le commentaire, on va l'envoyer vers le LLM et on va lui dire, tiens, ce commentaire-là, essaye de me dire, moi, les aspects qui sont évalués par le prompt.
Et pour chaque aspect, tu vas me dire est-ce que c'est positif ou de la négatif ou de la neutre. Ok? Donc vous voyez, tout ça, c'est système message. On va lui dire, donc il y a trois aspects, screen, keyboard, mouse, mousepad. Et puis on va lui dire à la fin de me générer un résultat au format JSON, dans lequel on va spécifier, on va trouver par exemple la polarité. Donc vous voyez donc l'output qui est une catégorie, c'est la liste des aspects détectés. Et la polarité, c'est la liste les polarités qui peuvent être soit positives, soit négatives, soit neutres. Ici, positive, négative, neutre. Donc vous voyez, donc ça c'est un exemple de prompt pour l'analyse des sentiments. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc le prompt que je vais envoyer, regardez, le prompt c'est une liste de messages. Le prompt c'est une liste de messages. Chaque message, vous avez ici le rôle. Alors c'est quoi le rôle ici? C'est système. Alors c'est quoi système? Ça veut dire c'est système message. Alors ici donc c'est quoi le content, le contenu de ça? C'est système message, c'est ça. Et puis vous avez rôle, c'est quoi? C'est user. C'est quoi c'est-à-dire ça c'est la question. Vous voyez donc ça c'est un few shot prompt. C'est un few shot prompt, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais trouver système message, user message et iMessage. User message et iMessage et à la fin user message. Alors regardez. Donc vous avez ici content, donc ça c'est le rôle de l'utilisateur, c'est-à-dire user, c'est content, c'est quoi le contenu? C'est par exemple ça c'est l'utilisateur, on va dire supposons the screen is good, keyboard is bad and mousepad is correct. Alors ici le rôle, l'assistance, c'est-à-dire c'est l'assistance, ça veut dire quoi? C'est la réponse de l'assistance, c'est le output. Alors dans notre cas ici le output, on va lui dire voilà la réponse, catégorie. Qu'est-ce qu'il y a dans le message? Il y a le screen, keyboard, mousepad. Et c'est quoi la polarité? Positive, négative et neutre. Ça veut dire dans ce message-là, par exemple, screen il est évalué positivement, keyboard il est évalué négativement et après mousepad il est évalué de manière neutre. Donc je vais un exemple avec réponse. Ça va l'aider beaucoup à comprendre mieux la problématique. Et puis maintenant, je vais lui donner user input. Donc, user input, je vais lui dire, je suis impressionné par la qualité de l'écran, je suis désapprouvé par le clavier et le mousepad, voilà, il est de bonne qualité. Alors maintenant, si j'envoie ce prompt-là vers le LLM, il va me répondre comme ça. Il devrait me générer une réponse comme ça. Mais en réalité, quand il me génère cette réponse, eh ben, je vais regarder avec mes yeux, je vais dire oui, ça a l'air d'être bon. Mais ce n'est pas suffisant. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut un dataset dans lequel j'ai un ensemble de questions et réponses connues. Et par la suite, je dois faire des boucles, etc. pour vérifier est-ce que les réponses données pour ces inputs, est-ce qu'ils correspondent exactement à ce qui est donné par l'expert. Et donc après, je vais calculer une métrique pour dire, sur 100 exemples, j'ai un taux, par exemple, de précision de 99%. Alors, si vous avez un taux de 99%, vous pouvez dire, ça y est, ce prompt-là, il est bon. Je peux lui faire confiance. Donc, on peut le déployer dans une vraie application. Okay? C'est comme ça qu'on va faire. Alors, ça, c'est l'idée de base. Alors, maintenant, normalement, vous avez une pause à quelle heure? 45. À 45, d'accord, très bien. Parfait. Alors, maintenant, il faut juste noter une chose, c'est que dans le domaine de l'IA générative, comment exploiter l'IA générative? Donc, vous avez en fait trois façons de faire. La première, c'est ce qu'on appelle le few-shot learning. Alors, few-shot learning, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que je viens de vous dire. On va développer des applications web, mobiles ou des applications quelconques. Et ces applications-là, par exemple des chatbots, ils vont envoyer des prompts vers les LLMs. Alors ChatGPT ou la OpenAI, etc. Donc, et le prompt, on a vu qu'il contient système message, quelques exemples, few-shot exemple et user input. Donc, on envoie la question vers le LLM et le LLM va nous donner la réponse. Eh bien, il y a beaucoup d'applications en entreprise, ils fonctionnent comme ça. C'est que par exemple, vous avez des CV des utilisateurs et après, on a besoin de savoir, d'évaluer les CV. Ben, on ne va plus le faire aux yeux comme ça, on va les envoyer vers un LLM et le LLM va nous donner quelques outputs qu'on cherche dans le CV. Après, donc, il y a des applications qu'on peut développer dans ce sens-là.
Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle le few-shot prompting ou bien le few-shot learning. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Alors, en fait, avec le few-shot prompting, parfois, il y a des problématiques beaucoup plus complexes. C'est très difficile de trouver un prompt. Avec un prompt, parfois, un LLM générique. Vous savez, un LLM générique, un LLM généraliste. Par exemple, ChatGPT il est entraîné pour des tâches générales, n'est-ce pas? Mais supposez vous êtes dans le domaine médical. Vous voulez, par exemple, diagnostiquer des types de maladies précises, n'est-ce pas? Eh bien, avec un LLM générique, c'est très difficile de vous donner des choses qui sont très, très précises. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Alors, c'est quoi le fine-tuning? Donc, on va chercher un dataset. Donc, je vais collecter d'abord un dataset dans le domaine médical, dans lequel je sais très bien, par exemple, pour ces données-là, voilà la réponse. Pour ces données, voilà la réponse. Donc, j'ai un dataset. Et puis, je vais télécharger un LLM généraliste, générique, comme par exemple Llama ou la Queen ou la DeepSeek ou je ne sais pas. Je vais le télécharger. Et puis, je vais le réentraîner. Alors, quand vous allez le réentraîner, vous allez faire ce qu'on appelle un fine-tuning. Donc, c'est-à-dire, vous allez lui donner ce dataset-là, et le LLM, il va un peu régler ses paramètres de façon à ce qu'il va se spécialiser dans votre domaine. Donc, vous voyez, donc, au début, il est généraliste. Maintenant, vous allez, grâce à votre dataset, il va devenir un spécialiste. Il va se spécialiser dans votre domaine spécifique. C'est comme si vous avez un médecin généraliste au début, et après, avec une formation, il devient spécialiste. Donc, le fine-tuning, c'est ça. On part d'un LLM généraliste pour le spécialiser dans un domaine bien spécifique. Et donc, pour faire ce fine-tuning, le fine-tuning, il vous faut des machines beaucoup plus puissantes. Il vous faut des GPU. Parce que quand vous allez réentraîner, il faut c'est-à-dire, il y a beaucoup de calculs qui vont se faire pour pouvoir réentraîner le LLM. Mais une fois que vous avez ce LLM spécifique, après, par la suite, on peut en profiter au sein de l'organisation. Avec des applications, on développe des applications qui vont directement envoyer des requêtes, des prompts vers notre LLM. Okay? Alors, moi personnellement, j'ai travaillé sur beaucoup de projets dans lesquels on a fait du fine-tuning. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, vous savez, le ministère de l'Intérieur ici au Maroc, il digitalise ce qu'on appelle l'état civil. Vous savez que depuis les années 60, les registres qui sont écrits à la main, de l'arabia, n'est-ce pas? Et il y avait les actes de naissance à l'époque qui sont écrits à la main. D'ailleurs, ça se fait encore. Et donc, du coup, le ministère de l'Intérieur, il a besoin de digitaliser. Digitaliser, ça veut dire quoi? Il faut saisir ça dans des bases de données. Il faut saisir ça, le nom, le prénom, l'adresse mail, c'est quoi l'adresse, c'est quoi son père, c'est quoi sa mère, etc. Et donc, au début, ils ont fait appel à des entreprises. Ces entreprises-là, ils vont recruter beaucoup d'opérateurs qui vont commencer à saisir les choses manuellement. Mais ils ont trouvé que ça va prendre des centaines d'années, parce que c'est très compliqué. C'est une problématique très complexe. Et après, donc, il y a une entreprise qui nous a contactés parce que le ministère de l'Intérieur, il leur a demandé d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, on a travaillé avec une entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi une centaine de cas, les modèles. Donc, c'est-à-dire pour cette photo-là, pour ce scan, quand scanner avec la page, d'accord? On dit l'input, c'est quoi? C'est l'image. Je scanne. Quel est l'output? L'output, on met les données au format JSON, c'est-à-dire ça, c'est le nom, le prénom, etc. Et ça, il faut le faire manuellement. Il vous faut quelqu'un qui fasse ce travail. Donc, une fois que nous avons une centaine de cas comme ça, on a donc un dataset spécifique. Et après, on a téléchargé un modèle, un LLM multimodal, c'est-à-dire qui supporte les images, qui comprend les images. Et après, on a fait le fine-tuning. On l'a entraîné. On lui a dit, c'est comme si cette image-là, voilà la réponse. Cette image-là, voilà la réponse. Donc, vous voyez, donc, le LLM, il est en train de se spécialiser dans votre domaine spécifique. Une fois qu'on a entraîné le modèle, après, par la suite, on lui donne n'importe quel scan,
Et après, il va vous donner les données structurées dans un format JSON qu'on va envoyer vers la base de données. Et avec ça, donc, on va accélérer. Au lieu de passer une journée pour saisir 2 actes, vous faites un acte, par exemple, en quelques minutes. Donc ça, c'est le genre de problématiques qui sont très complexes. C'est des problématiques, à l'époque, c'était impossible de les résoudre. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que c'est de l'arabe. Déjà, c'est difficile à lire. Et en même temps, c'est manuel, c'est manuscrit. Et donc, ce genre de problématique nécessite du fine-tuning. Autre chose, c'est que la majorité des LLMs que vous voyez maintenant qui apparaissent le cloud, c'est du fine-tuning. C'est-à-dire, dans la majorité des cas, ils ne vont pas réinventer des nouveaux LLM. Ils vont utiliser des LLM qui existent déjà. Ils prennent des datasets. Par exemple, les LLM qui génèrent de la musique, tout simplement, on va préparer un dataset avec beaucoup de morceaux musicaux, input, output. Pour ce prompt-là, voilà, par exemple, le output. Et après, on fait le fine-tuning. Et après, vous avez une application qui permet de générer de la musique. Et vous pouvez imaginer... Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez créer des startups, si vous voulez créer des idées, vous voulez exploiter l'intelligence artificielle pour faire du business, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir se pencher sur une problématique. Il faut avoir une stratégie de collecte de données qu'il faut collecter. Une fois que vous avez vos données, vous choisissez le bon LLM, vous faites le fine-tuning et vous avez votre propre LLM. Et si vous le déployez sous forme d'un SaaS, le cloud, vous avez quelque chose qui peut générer beaucoup de revenus. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui travaille comme ça. Donc ça, c'est un élément important. Alors maintenant, le problème des LLMs, de manière générale, les LLMs sont réputés par un problème qu'on appelle l'hallucination. En fait, l'hallucination, l'halwasa. L'halwasa, c'est-à-dire à un moment donné, que vous voulez que le LLM qui kharraf. C'est-à-dire, il va vous répondre avec n'importe quoi. Parfois, le LLM, même s'il ne connaît pas la question, il ne comprend pas votre question, il va quand même tenter à vous donner des réponses. Et ça, c'est très grave. Généralement, si vous posez une question, par exemple, au LLM, vous lui dites « je voudrais connaître les performances de mon entreprise entre 2022 et 2025 ». Il est évident qu'il ne va rien vous donner. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas les données de votre entreprise, et donc, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez poser la question à un LLM, des questions sur des données de votre entreprise, sur vos propres données? Eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors, dans le système RAG, qu'est-ce qui se passe? On va prendre les données non structurées de l'entreprise. On prend des fichiers PDF, les images, les audios, vous prenez tout ce que vous avez en entreprise, n'importe quel fichier que vous avez dans votre machine, vous le prenez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces fichiers-là, on va les faire ce qu'on appelle une opération qui s'appelle split ou bien chunks. On va diviser ce fichier PDF en un ensemble de chunks. Un chunk, c'est un paragraphe, ça peut être une page, ça peut être un paragraphe du document. Alors pourquoi nous avons besoin de diviser, d'après vous? Pourquoi nous avons besoin de diviser notre document en un ensemble de chunks? Parce que les LLMs, effectivement, parce que les LLMs, ils ont un context window. Ou le context window de LLM ne doit pas dépasser un maximum, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas prendre tout le contenu d'un fichier PDF et c'est-à-dire de le transformer sous forme d'un seul vecteur. Donc j'ai besoin de découper mon fichier PDF en un ensemble de parties, de chunks. Et chaque chunk, on va utiliser un modèle, ce qu'on appelle embedding. Alors le modèle de embedding, c'est un modèle qui va prendre un texte, il va le transformer en un vecteur. Et ce vecteur-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la sémantique du texte. Ça veut dire quoi la sémantique? C'est le sens. Le sens du texte, c'est-à-dire le texte, il est représenté par ces nombres-là. Donc ça veut dire que ces nombres que vous voyez dans ce vecteur, c'est des nombres qui sont représentés dans un vocabulaire qui est défini par le LLM de embedding. Par exemple, 0,43, ça veut dire quoi pour lui? C'est 0,43 par rapport, par exemple, à un mot-clé qui est animal. Ou 0,11, peut-être c'est, par exemple, couleur.
etc. Donc chaque valeur, il représente une information à le concept. Et bien c'est ça, les modèles de embedding, d'ailleurs c'est comme ça que ça marche les LLMs, c'est que c'est très simple. غادي تهز dictionnaire, d'accord. كتهز داك الديكسيونير que tu as, le dictionnaire ديال واحد la langue, وغادي تحط les mots par mot c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc tu vas créer le repère. Par exemple, le premier mot pour toi c'est le numéro 0. Le deuxième mot, le troisième mot. Tu prends tous les mots-clés le vocabulaire, le langage. Ok? غادي تهز هذاك le texte, le chunk, tu vas le transformer plutôt tu vas dire par exemple ce chunk là par rapport au premier mot. Est-ce qu'il واش كاينه علاقه بين هذا le texte مع le premier mot? La relation, il est à peu près à combien? 0,00. S'il est très loin, on va mettre 0, n'est-ce pas? Et s'il a une relation avec ce petit mot, on va mettre 0,05. Et bien, qu'est-ce qui détermine ça? C'est justement le self-attention, avec l'algorithme de mécanisme d'attention. C'est lui qui permet de déterminer, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire sémantique entre un texte et un vocabulaire. Oui, c'est des calculs, parce que c'est des réseaux de neurones ici. C'est-à-dire le modèle de embedding, il utilise un modèle de embedding, c'est un réseau de neurones qui utilise des encodeurs et des décodeurs, qui fait que vous lui donnez un texte, le vecteur, dans lequel il va te donner la sémantique avec le texte. Le NLP, c'est comme ça qu'il marche. Et donc, quand on a ces vecteurs-là, on va les enregistrer dans une base de données vectorielle. Donc vous aurez besoin d'utiliser une base de données vectorielle comme ChromaDB, Postgres. Il faut utiliser un SGBD qui supporte les bases de données vectorielles. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc d'ailleurs, dans l'activité pratique, vous allez utiliser ChromaDB, Face, Postgres ou encore MongoDB. Donc la majorité des SGBD aujourd'hui, donc, ils supportent les bases de données vectorielles. Donc qu'est-ce que vous avez jusque-là? L'opération qui s'appelle l'indexation du contenu. Ça veut dire que tous mes fichiers PDF, tous les PowerPoint que j'ai, etc., il est enregistré dans une base de données vectorielle. Se forme de quoi? Des vecteurs. Chaque vecteur, ça représente un paragraphe. C'est pas un paragraphe, ça représente le sens d'un paragraphe. Et maintenant, mon application, vous allez créer un chatbot. Alors, le chatbot que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire? L'utilisateur, il va saisir sa question, mais la réponse à cette question se trouve quelque part dans des fichiers PDF. Qu'est-ce qu'il va faire le RAG? Il va d'abord faire une opération il va faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. La recherche sémantique. On va prendre cette requête-là, on va la convertir taille en vecteur, et après on va demander à SGBD, donne-moi les vecteurs qui sont similaires à cette requête. Ça veut dire quoi? Quels sont les vecteurs qui sont proches à cette requête? Quels sont les paragraphes qui sont en relation avec cette requête? Alors, techniquement parlant, on utilise une mesure de similarité qui s'appelle cosine similarity. C'est cosinus. Vous savez cosinus? Si vous calculez le cosinus de deux vecteurs, parce que si vous voulez savoir si deux vecteurs sont proches, vous allez calculer le cosinus. Si vous avez le cosinus égal à 1, ça veut dire que les vecteurs sont les mêmes. Si le cosinus il est proche de 0, c'est-à-dire qu'ils sont loin. Donc, ce qui fait, en fait, vous avez un cosinus entre moins 1 et 1, ça vous permet à quel point avec la requête il est lié à ce paragraphe. Et ça, maintenant, on le fait facilement. C'est quand vous faites une requête SQL, vous pouvez faire une recherche sémantique. C'est-à-dire, d'habitude, vous faites des recherches avec select, from, where, etc., n'est-ce pas? Dans des bases de données classiques, structurées. Alors maintenant, sur les bases de données vectorielles, vous lui donnez un texte, il va vous chercher dans la base de données quels sont les paragraphes qui sont proches en termes de sémantique. Alors faites bien attention, on fait le PDF en anglais, et moi je lui pose la question de l'arabiya. Il n'y a pas de problème. Parce que quand le texte il est converti en vecteur, eh bien, ce qu'on garde, c'est la sémantique. Donc finalement, on va chercher, donc vous voyez donc votre chatbot, il utilise une base de documentaire en anglais ou là en arabe,
Mais après, on peut lui poser les questions en français ou d'autres langues, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, une fois qu'on va récupérer le contexte, et bien ce contexte, on va l'envoyer vers le LLM. On va dire au LLM, réponds-moi à cette question. Réponds-moi à cette question. Je vois souvent quand vous bougez, ça veut dire que le temps est terminé. Alors, réponds-moi à cette question. Regardez cette dernière chose et après je vais m'arrêter. Réponds-moi à cette question en utilisant uniquement ce contexte. Et le LLM, vous voyez donc dans System Message, la System Message, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez lui dire, réponds à la question de l'utilisateur en utilisant uniquement le contexte fourni. Si la réponse, radis-le à la phrase, si la réponse ne se trouve pas dans le contexte, s'il n'y a aucun contexte fourni, réponds avec je ne sais pas. C'est très important. Donc, pour éliminer l'hallucination. Parce que si vous lui dites, si le contexte est vide, réponds avec je ne sais pas. C'est-à-dire que l'utilisateur de votre chatbot, il a posé une question qui n'a rien à voir avec le domaine d'application. Donc ici, vous devrez lui répondre avec je ne sais pas. Et non pas, il va imaginer lui-même une réponse. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est ça le travail de prompt engineering. Ben, c'est ça. Alors, tout ce qu'on est en train de faire, c'est du prompt engineering. Donc ici, donc, on va envoyer le prompt et après le prompt va nous donner la réponse. Et là, c'est comme ça que vous pouvez créer des chatbots globalement, etc. Vous voyez? Alors, maintenant, il y a des TP. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, dans Classroom, là, vous avez les supports et vous avez une activité pratique. Donc, la semaine prochaine, il va falloir ramener avec vous les machines. Donc, vous aurez besoin d'utiliser VS Code, Visual Studio Code, c'est les DE qu'on va utiliser pour... et vous aurez besoin d'installer Python au début. Donc, ça, c'est les deux outils. Et la prochaine fois, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment on va travailler. Et je vous laisserai vous-même commencer à faire d'abord du prompt engineering. Parce que vous allez... Donc au début, donc, vous allez juste essayer d'utiliser, d'installer un certain nombre de packages. Vous allez utiliser OpenAI, faire du prompt engineering pour tester. Vous testez aussi Ollama, parce que c'est des LLM open source, donc on va voir comment également combiner ça. Vous allez utiliser Grok, c'est des LLMs qui sont assez en cloud également. Et vous allez voir comment, par exemple, faire sentiment analysis, etc. Et puis, vous allez aussi voir comment générer les images. C'est-à-dire pour comment utiliser les LLM multimodaux et comment faire l'inverse, c'est-à-dire vous donner une image et on cherche la description de l'image. Alors tout ça, c'est des choses c'est des prérequis importants pour commencer à créer des agents AI. Parce que les agents AI, ils auront besoin d'utiliser des prompts, on aura besoin d'utiliser des RAG, on aura besoin d'utiliser tout ça.